Alors, je vais commencer par Soli. Soli, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, allô. Oui, allô. Bonjour. Bonsoir. Je m'appelle Soli Cissé. Je suis un artiste d'origine sénégalaise. Je vis et je travaille à Haute-Normandie depuis quelques années. Et je pense que c'est la quatrième fois que je participe à ce genre de colloque. Et je suis très heureux d'être là. Merci. Je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup. Merci. Magda? Bonjour, merci à tous de nous accueillir ici. Alors, je suis galeriste de mon état depuis 91, principalement entre Paris et Shanghai, mais comme je fais aussi beaucoup de commissariats d'exposition pour des institutions, ça m'emmène un peu partout ailleurs. J'ai aussi créé un fonds de dotation pour soutenir des artistes qui s'appelle Passage, pour soutenir des artistes dans des créations plus ambitieuses quand ils veulent aller se confronter à l'espace public, mais aussi une plateforme de revente d'œuvres d'art entre particuliers qui s'appelle Art Transfert et qui justement pose ces questions du marché quand on le dématérialise, de la traçabilité, enfin tout ce qu'on va pouvoir voir, mais c'est effectivement dans mon métier que je sois dans la promotion la plus première, je dirais, de l'artiste, ou quand on se pose des questions ensuite de redistribution de valeur à d'autres niveaux, à chaque étape de mon métier, ces questions se posent. Donc je suis ravie que vous nous ayez invités, Sylvie, pour partager un peu cette heure avec vous. Merci. Dominique? Oui, donc moi je suis Dominique Sagot-Duvauroux, je suis économiste, professeur à l'université d'Angers, et j'ai travaillé pas mal de temps sur les marchés de l'art, le marché de la photographie, le marché de l'art contemporain, la façon dont la valeur est construite et circule entre les différents acteurs qui participent à ces mondes de l'art. Merci Dominique. Alors, moi je ne vais pas forcément me présenter très longtemps, en tout cas pas moi, mais l'organisation que je représente, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dont Marianne Ferifal vous a parlé. Je dois surtout vous dire que les questions des arts visuels sont abordées depuis un certain temps au sein de l'OMPI à travers l'initiative qu'avaient prise le Sénégal et le Congo-Brazzaville pour mettre sur la table de négociation de l'OMPI la question du droit de suite et son harmonisation mondiale. J'y reviendrai quand on en parlera, mais je dois vous dire également que même si la dématérialisation, alors on a plutôt pris le terme de dématérialisation que de marché dématérialisé plutôt que de marché virtuel, parce qu'il nous semble que le physique, même si l'on est de plus en plus dans un environnement virtuel, le physique compte toujours énormément dans le marché de l'art, ne serait-ce que par la présence des œuvres lorsqu'elles ne sont pas virtuelles. Il y a des œuvres virtuelles, bien entendu, mais les œuvres sont des œuvres physiques pour la plupart, pour l'instant. Et donc, on a pensé que cette notion de dématérialisation était sans doute plus appropriée pour couvrir ce dont on va parler. Nous allons parler d'une évolution qui, certes, a commencé il y a une vingtaine d'années, mais ce phénomène de dématérialisation du marché de l'art et de mondialisation du marché de l'art, c'est surtout a connu une accélération très forte au moment du Covid. Pour des raisons très simples, donc l'ensemble des lieux de vente étant fermés, que ce soit les galeries ou les maisons de vente, il est devenu assez logique et naturel de passer par le numérique. Et beaucoup de galeries
se sont mises à numériser également leurs lieux d'exposition et à mettre en route un certain nombre de moyens pour concrétiser des ventes en ligne, y compris pendant la période où toutes les activités étaient arrêtées. Et je peux vous dire que lorsque nous avons fait notre dernière grande rencontre sur ces sujets qui s'appelle le GDCM, le Global Digital Content Market, online, depuis l'OMPI, et Soly Cissé était l'un de nos intervenants. Nous avons pour la première fois abordé la question de la dématérialisation du marché de l'art. Et l'une des intervenantes, Cécile Verdier, qui est la présidente de Christie's France, nous avait de façon extraordinairement lumineuse indiqué que cette dématérialisation n'était pas qu'une catastrophe. Ça pouvait être aussi le moyen de conquérir de nouveaux publics, de permettre à des nouveaux collectionneurs ou à des nouveaux publics, y compris donc dans des pays un peu plus lointains qui n'avaient pas cette infrastructure de galerie ou des publics qui n'osaient pas pousser la porte d'une galerie et qui n'osaient pas entrer dans une maison de vente, d'accéder à l'achat d'œuvres en ligne, et que était apparu à travers ces nouvelles pratiques un nouvel acteur très important qui sont les social media, les médias sociaux, qui sont des relais importants dans la mise, la connaissance des artistes sur le marché. Donc, elle nous avait dit qu'en fait, c'était plutôt des opportunités, mais qu'il y avait aussi, bien évidemment, des risques. Et ça va être l'objet de notre discussion cet après-midi. De quelle façon transformer cette nouvelle donne numérique en une véritable chance pour les artistes et les créateurs pour conquérir de nouvelles parts de marché, pour conquérir de nouveaux acteurs, de nouveaux acheteurs, y compris au bout du monde, mais pour ça dans un environnement sécurisé. Alors, pour ce faire, je donnerai la parole dans un premier temps à Dominique pour qu'il vous dise de quelle façon l'auteur, le créateur commence à ce long cheminement vers le marché à partir de la création de son œuvre. Dominique. Merci beaucoup, Sylvie. Oui, peut-être un ou deux chiffres déjà pour cadrer les choses. Donc le marché de l'art mondial tel qu'il est mesuré par Claire Andrews dans son rapport annuel qu'elle fait avec BAL et l'UBS, le chiffre à 70 milliards de dollars environ. Et le marché online, c'est 16% à peu près de ce marché total. Encore faut-il dire que ces 70 milliards représentent le marché de l'art à proprement parler, mais l'économie de l'art est plus large que ça. Et ce qu'on peut dire aussi sur ce marché online, c'est que dans une enquête qui a été faite, 95% des collectionneurs ont déclaré avoir acheté au moins une fois une œuvre d'art online. Donc c'est un phénomène maintenant qui est très courant et très développé. Alors ce que je voudrais dire pour introduire la table ronde, c'est de dire finalement que la particularité d'une œuvre, c'est qu'elle va générer de la valeur à plein d'étapes de son parcours, de son circuit. Au départ, il y a l'artiste qui produit son œuvre, qui la réalise, il passe du temps de recherche, il passe du temps de travail, il a besoin de moyens, donc ça va être financé par des galeries, par des institutions, etc. Ce qui fait que l'œuvre existe. Une fois que l'œuvre existe et qu'elle a coûté, il faut qu'elle ait un retour financier. Donc la première possibilité, c'est évidemment de vendre cette œuvre sur le marché. Ça peut être l'artiste qui la vend directement de son atelier, ça peut être une galerie, ça peut être parfois, rarement, des sociétés de vente aux enchères qui vendent les premières œuvres sur le premier marché.
Ça peut être des marchands spécialisés. Donc ça, c'est la première étape. Ça peut être des commandes aussi. Et puis, après ça, l'œuvre, elle génère aussi de la valeur lorsqu'elle est exposée. Il existe un droit de monstration et normalement, les artistes, je dis normalement parce que c'est loin d'être toujours la règle, normalement, les artistes doivent être rémunérés lorsqu'ils sont exposés dans des expositions, et y compris lorsqu'ils sont exposés numériquement. Et ça me permet, c'est une des questions qu'on va se poser, c'est comment finalement la diffusion des œuvres des artistes sur les réseaux numériques est valorisée de ce point de vue-là. Et puis après ça, les œuvres, elles créent de la valeur parce qu'elles peuvent être éditées, publiées dans des livres, dans des journaux, sur des sites également. Et puis ensuite, l'œuvre, elle peut générer de nouveau de la valeur lorsqu'elle est revendue sur ce qu'on appelle le second marché. Et là, il y a un dispositif spécifique qui est le droit de suite, qui est censé pouvoir ramener des ressources jusqu'à ceux et à celles qui sont à l'origine de la création de la valeur, c'est-à-dire l'artiste, les artistes et les producteurs. Et puis, en fait, il y a un dernier stade de création de la valeur, peut-être d'ailleurs d'un point de vue économique le plus important, qui est toutes les externalités générées par l'activité artistique sur l'économie en règle générale. Juste un chiffre, en 2019, les dépenses occasionnées en France par le tourisme strictement culturel représentaient 85 milliards d'euros, à comparer aux 70 milliards d'euros du marché mondial de l'art. Or, on peut penser que ces 85 milliards d'euros, ils sont en partie générés par la présence d'œuvres qui ont été produites dans le passé, présentes dans les musées ou dans les expositions. Donc finalement, vous voyez que ce qui est particulier dans cette économie, c'est que c'est à la fois une économie artisanale, mais qui génère aujourd'hui un chiffre d'affaires très important, et dont la valeur s'égrène tout au long d'un parcours sur lequel finalement les artistes ont assez peu d'informations et donc ont du mal à être vigilants sur la capacité de cette économie à remonter jusqu'à eux. Alors, merci Dominique. Maintenant, je me tourne vers notre peintre. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans votre atelier, vous venez de terminer une œuvre et vous voulez commencer ce long parcours dont vient de parler Dominique? Qu'est-ce qui se passe en réalité, dans le monde réel? Oui, comme vient de le dire Dominique, en fait, un artiste est censé être un homme d'atelier. Donc nous, on n'est pas trop branché tout ce qui vient après la création de l'œuvre. L'œuvre est située, c'est-à-dire qu'après, elle est entre les mains d'autres personnes qui doivent s'en occuper, qui ont habilité à mener l'œuvre dans d'autres niveaux. Donc, je pense que ce qu'il faut juste savoir, c'est que les artistes, une fois qu'ils ont créé l'œuvre part dans une galerie. Si jamais elle est vendue, par exemple, souvent les artistes n'ont plus de traçabilité. Et après, je pense que c'est fini, il n'y a plus de traces, il n'y a rien du tout. Et on peut voir les œuvres dans un site, dans le digital, dans d'autres plateformes. On se pose la question. Bon, mon œuvre est dans cette plateforme. Est-ce que j'ai été avisé? Est-ce que j'ai été par ma galerie? Est-ce que vous les signez, vos œuvres? Pardon? Est-ce que vous les signez, vos œuvres? Oui. Est-ce que vous Moi, je signe toutes mes œuvres. Est-ce que vous faites des certificats? Les certificats d'authenticité, je fais des certificats d'authenticité si l'œuvre est vendue, uniquement. Il arrive parfois que des galeristes demandent de faire tous les certificats d'authenticité des œuvres qui sont en dépôt dans la galerie. Et là, je ne peux pas accepter parce que rien ne me dit que si l'œuvre sera vendue, je serai au courant. Et si l'artiste habite au Japon, la galerie peut ne pas payer son œuvre.
tant qu'ils n'arrivent pas à Paris. Donc, Alors, pour être vigilant, il faut éviter de signer, anticiper les signatures des certificats. Le certificat, c'est après la vente. Voilà. Alors, la parole est à notre galeriste qui va vous répondre sur ce sujet. C'est très intéressant ce que Soli nous raconte parce qu'il témoigne de la réalité à laquelle on est confronté tous les jours. C'est pas un cas exceptionnel, c'est la réalité d'une forme de top là entre le galeriste et l'artiste. Et en tant que membre du bureau du comité des galeries d'art, je ne peux qu'enjoindre tous les artistes, et d'ailleurs on l'a fait aussi avec la Maison des artistes, à regarder les contrats types que l'on propose. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre celui-là, mais s'il vous plaît, signez des contrats. Et ces questions, elles doivent se poser avant l'exposition. La question de savoir effectivement à quel moment je suis payé, combien, à quel moment je donne le certificat d'authenticité, qui est aujourd'hui une forme assez artisanale dans sa forme, parce qu'en général c'est un bout de papier. Je ne sais pas, Soli, quelle est sa forme, mais c'est un bout de papier signé, c'est ça le certificat. Voilà, donc on est classique. Mais tout ça, il faut que ça soit discuté avant. Et pour éviter, on en parlait en préambule tous les deux en backstage, faut aller contre ce manque de confiance qui existe entre les différents acteurs. Alors même... Il ne faut pas se tromper d'ennemi, j'ai envie de dire. Alors même que le galeriste a besoin des artistes. Je viens d'un milieu d'artistes où ma mère me répète toujours « une galerie n'est rien sans ses artistes ». Très vrai. Mais les artistes ont aussi besoin de personnes qui vont les diffuser. Et les collectionneurs ensuite, parce qu'on les oublie, c'est quand même des producteurs quelque part, ils financent la production future. Ben aussi, ils ont besoin d'assurance, d'authenticité, de sécurité, qu'ils ont acheté quand même quelque chose. Il arrive, malheureusement, je mets les pieds dans le plat, mais des collectionneurs qui apprennent après que la galerie n'a pas payé son artiste, alors que lui-même a payé la galerie. Enfin, c'est des choses qui, au XXIe siècle, ne devraient plus arriver. Là, j'ai envie de poser une question à Dominique. Comment se fait-il, dans un monde de la culture, ou dans l'édition, dans la musique, il y a des droits et des devoirs qui sont un petit peu mieux contractualisés. Nous, dans les arts plastiques, on est quand même encore très artisanaux. Effectivement, on est très artisanaux. C'est un marché dont on a vu qu'il était aujourd'hui très important d'un point de vue financier. Oui, on en parlait tout à l'heure. C'est comme la moitié des produits informatiques. Enfin, 70 milliards, c'est en valeur. C'est pas rien. Enfin, on existe. Donnez quand même pour être complet l'autre pourcentage, c'est-à-dire combien l'artiste moyen gagne. L'artiste gagne en moyenne. Vous voulez dire en termes de revenus d'artistes ? En termes de revenus. Alors vous avez peut-être des données. J'ai pas les chiffres exacts, mais dans les données sur les revenus des artistes français, on est sur des revenus très bas. Je crois que le revenu médian, c'est-à-dire le revenu tel que 50% des artistes gagnent moins dans l'année, je crois que c'est moins de 6 000 € par an en France. Oui, et c'est une réalité. Après, on est loin, c'est le marché traditionnel, on est loin de notre sujet de la dématérialisation. Mais aujourd'hui, Dominique, vous nous avez, on sait grâce à vous où sont les zones de valeur, ce qu'il devrait être contrôlé, là où, comme pour un écrivain, on sait à quel moment, sur quel prix de base il doit toucher son pourcentage. Pourquoi, à votre avis, est-ce si compliqué dans notre secteur ? Enfin, une des explications potentielles, c'est sans doute que le monde de l'art est un monde fait de beaucoup plus petites structures que les structures qui agissent dans le monde des industries culturelles, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le livre, où vous avez quand même des gros acteurs qui ont eu les moyens de réfléchir à des contrats qui ont des rapports de force qui sont différents vis-à-vis des collectivités publiques aussi pour faire passer les lois, alors que dans le domaine des arts plastiques, on est face à alors évidemment des centaines de milliers d'artistes, à des milliers de galeries qui sont souvent assez mal organisées, assez mal syndiquées, et ça explique pourquoi finalement cette dimension contractuelle, voire réglementaire de ce monde-là est beaucoup moins aboutie que dans le domaine du cinéma, dans le domaine de l'édition de livres ou dans le
dans le domaine de l'édition phonographique. Alors vous nous disiez aussi, Dominique, qu'une des particularités du monde de l'art, c'est qu'on ne connaît absolument pas la valeur de l'œuvre au moment où on la met en vente. Ce qui est encore un facteur d'incertitude pour l'artiste. Oui, alors, effectivement, une des particularités du marché de l'art et de la valeur d'une œuvre d'art, c'est que en économie, on va parler d'une construction endogène de la valeur. C'est-à-dire que la valeur, elle va dépendre de la façon dont l'œuvre circule sur le marché. C'est pas tellement le coût de production initial qui va déterminer l'œuvre, c'est la façon dont elle va circuler. Si elle est représentée par un centre d'art qui est un petit peu à la mode, qu'un collectionneur important s'intéresse à cet artiste, qu'il est exposé dans un musée, que ensuite cet artiste est repéré par une grande galerie, ben, ça va complètement, à chaque bifurcation, ça change la valeur. Et il faut ajouter, et là je me tourne vers notre peintre africain, le marché de l'art africain en Afrique n'a rien à voir avec la valeur de la peinture africaine lorsqu'elle est revendue dans un marché secondaire. On a vu des explosions de prix énormes sur des marchés internationaux pour lesquels peut-être l'artiste n'est pas forcément au courant de ce qui se passe pour lui. Oui, en fait, moi je pense que les marchés se créent. Hein. En fait, c'est entre les mains des investisseurs. Hein. C'est les gens qui mettent leur argent et puis qui valorisent ces artistes pour valoriser le travail, les œuvres acquises. Et puis d'ici quelques années, c'est eux qui feront la vitrine des tops, quoi. Donc c'est aussi simple que ça. Même les ventes aux enchères, il y a beaucoup de jeux comme ça. Donc il y a énormément de... Malheureusement, le monde est fait comme ça, le monde d'aujourd'hui, que ce soit dans le foot, que ce soit dans l'art maintenant, partout. C'est l'argent, quoi. Mais pour corriger certaines anomalies, il a été décidé au niveau national puis au niveau international de mettre en place certaines règles sur le marché secondaire. C'est ce qu'on appelle le droit de suite. Alors je voulais juste vous rappeler que ce droit de suite figure dans la Convention de Berne, dans sa révision de Bruxelles en 1948. Vous pouvez vous référer à l'article 14 ter, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ce droit existe à ceci près qu'il est optionnel, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des droits que les États membres, qui s'imposent aux États membres lorsque les États membres adoptent la Convention de Berne. Il est optionnel, il peut être pris ou pas pris par les États membres. Et il est soumis à réciprocité et non au traitement national. C'est un peu barbare, mais ça veut dire simplement que ce droit n'est reconnu que dans les pays, si vous êtes vendé à l'étranger, que dans les pays qui eux-mêmes reconnaissent le droit de suite dans leur législation nationale. Ce qui signifie qu'en fait, ce droit fondamental, ce droit exclusif qui revient aux artistes pour la revente de leurs œuvres, qui est un petit pourcentage qui leur revient de par ce droit, est entré progressivement dans l'ensemble, dans une grande partie de la communauté internationale, puisqu'il y a aujourd'hui 97 pays qui reconnaissent le droit de suite dans leur législation nationale. Mais d'après les chiffres de la CISAC, 23 pays ont une gestion opérationnelle en place, à travers notamment les sociétés de gestion collective. Ce qui veut dire en bref que, comme le disait Soli, si on ne sait pas où est partie l'œuvre, ou Magda, si on ne sait pas où est partie l'œuvre et à qui elle a été revendue, on n'en touche pas, alors qu'on devrait toucher une partie de la rémunération. On ne touche pas cette rémunération. Ce qui nous amène à réfléchir, évidemment, déjà à propos de ce droit de suite et de sa mise en place réelle, à la question de la traçabilité. C'est le sujet, c'est le thème de l'ensemble de cette journée, mais il se pose bien évidemment
de façon encore plus impérative dans l'univers dématérialisé mondial dans lequel les ventes interviennent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce droit de suite, que les créateurs puissent connaître leurs droits et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour garantir que ce droit leur reviendra? Alors, je pense que d'abord, c'est pas juste les créateurs, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe auquel nous devons tous, eh bien tous dans la salle, parce que si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse, s'atteler et de façon plutôt plus urgente que plus lente. La législation existe, elle existe depuis longtemps. On a quand même été hallucinés au moment de la bulle des NFT que des plateformes américaines peu scrupuleuses nous expliquent qu'ils allaient mettre en place des royalties pour la revente des œuvres des artistes. Je veux dire, mais en plus, 2021, pile 100 ans après, j'ai envie de leur dire, mais ça fait un moment qu'on le défend et que vous nous riez au nez avant. Donc, on a cette chance, oui, d'avoir ce droit qui était d'ailleurs aussi un droit social, un droit à l'information. C'est ce que revendique d'ailleurs Soli en disant j'aimerais bien moi savoir ce qu'il advient. Et puis si d'aventure ça peut effectivement, si ça grossit, il n'y a pas de raison que ceux qui étaient à l'origine ne touchent pas. Mais donc ça a permis aussi d'avoir des débats avec toutes ces plateformes NFT en disant mais attendez, ça existe. Mais ça mettait le doigt sur le fait que c'est inefficient. Dans la mesure où les données 90 et quelques pays sont d'accord, 23 l'appliquent. Et il y a encore beaucoup d'artistes, mais aussi de gens qui acquièrent des œuvres d'art qui n'en savent rien. Je suis persuadée que 2 particuliers qui ont une revente d'œuvres d'art, le droit de suite, s'il n'y a pas d'intermédiaire professionnel, à quoi bon finalement? Alors que Soli aimerait bien savoir que c'est passé de monsieur A à monsieur B. Il y a une vraie question là-dessus, alors qu'on a aujourd'hui la possibilité technologique de le faire. Et c'est probablement pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils qui existent. En banque, c'est plus un problème, ils savent très bien tracer. On en parlait hier dans une audition. C'est des sujets aussi qui traversent tout le monde de la photographie. Donc, qu'est-ce qu'on doit attacher à l'œuvre? Et là se posent plein de questions, plein de problèmes aussi, parce que Soli il continue à faire des peintures et des sculptures physiques. Et on est en train d'essayer de lui coller de la traçabilité numérique. Et on voit tous les filous qui peuvent se mettre dans cet interstice. Comment on va faire pour que ça fonctionne? Oui, mais justement, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, l'artiste revient comme le pauvre. C'est-à-dire c'est lui qui est à l'origine et en finalité, à la fin, c'est lui qui reste pauvre, quoi. En fait, il est à l'origine de la création et à la fin, c'est lui qui gagne moins. Alors je rassure Soli, le galeriste de premier marché aussi, on revient rarement le voir pour lui dire merci. Mais oui, c'est les autres par rapport à l'artiste qui vont s'enrichir. Ouais. En fait, à part l'artiste, tout le reste sont des voleurs. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. J'ai l'habitude de blaguer comme ça. Je dis, mais tout le reste, c'est des voleurs, à part l'artiste. Heureusement qu'il y a des artistes. Nous sommes saufs. Heureusement, hein, parce que là je rigole en le disant, mais moi, je suis triste, quoi. Parce qu'en fait, parfois même, quelqu'un qui achète ton œuvre, par exemple, vous savez, l'œuvre, c'est comme un enfant chez l'artiste. C'est comme quelque chose qu'on accouche, quoi. On tient tellement, on aime, quoi. Parfois, il y a des œuvres, on ne veut pas les vendre. Parce que, voilà, il y a toute une histoire. Mais il faut vivre. Parfois, on n'a pas le choix, on est obligé de le vendre. Mais aussi, le seul souci de l'artiste, c'est la traçabilité. C'est-à-dire, l'artiste se retrouve... Une fois, je suis allé chez un ami, quelqu'un, son père m'avait acheté il y a des années. Il m'a oublié. Un jour, je rentre dans la maison comme ça. Je dis, mais... C'est mon tableau. Je dis, mais... Il me dit, oui, je ne voulais pas te le dire, je voulais te faire une surprise. C'est mon père qui l'avait acheté il y a très longtemps. Alors, on n'a pas terminé. Ouais. Allez-y. Voilà, et c'était une anecdote. Et puis là, tout de suite, je me suis dit, tiens, je ne savais même pas que son père m'avait acheté, parce qu'il y a combien d'œuvres qu'on a vendues. Donc, pour vous dire quoi, après, on perd toutes les traces. Dominique.
Oui, pour rebondir sur ce que disait Magda, aujourd'hui, la technologie permettrait de créer un double numérique à chaque fois qu'une œuvre est créée et que ce double numérique suive la vie de l'œuvre et permette aux artistes, mais aussi aux galeristes, d'être informés sur le devenir, la circulation de ces œuvres dans le monde entier. Donc, c'est possible. Et on parlait tout à l'heure de la question des NFT. Le NFT, comme dirait Jacques Chirac, ça fait pchit. Hein, c'est une bulle spéculative qui est exactement la même que la bulle des oignons de tulipe au XVIIe siècle. Hein, c'est la même courbe. Sauf que ce qui a provoqué cette histoire des NFT, c'est cette idée-là. C'est-à-dire cette idée à travers le smart contract adossé à l'inscription d'un certificat de propriété relié à une œuvre sur la blockchain. Ce que ça nous a dit le NFT et qui potentiellement peut être une solution d'avenir, c'est qu'on peut adosser à une œuvre un certificat qui sera obligatoirement consulté à chaque fois qu'il y a une revente et ce contrat spécifierait l'ensemble des droits de propriété associés à l'œuvre. Alors ça peut être des royalties, ça peut être le droit de suite, ça peut être d'autres choses, mais ça c'est une technologie qui peut être tout à fait intéressante pour arriver à mieux suivre le parcours complexe des œuvres aujourd'hui sur un marché qui est complètement mondialisé et où il y a un très grand nombre d'acteurs. On l'oublie souvent, mais la traçabilité au XXe siècle, elle a beaucoup été assurée par les galeries qui, en représentant un artiste, suivent leurs œuvres, ont des catalogues. À partir du moment où aujourd'hui, sur ce marché dématérialisé, il y a beaucoup plus d'acteurs qui n'ont pas du tout les mêmes habitudes, les mêmes façons de faire leur métier, cette question-là, elle devient tout à fait centrale. Alors, j'ai une question pour Magda. Qu'est-ce qui a fait pchit avec les NFT première mouture, première époque, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les smart contracts, on va les appeler comme ça, on va peut-être quitter le mot NFT, ça reviendra sans doute, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces smart contracts non seulement apportent les solutions en positif qui étaient promises par les NFT et qui en fait ont abouti à cette déviance qui déstabilise le marché et surtout qui déstabilise la confiance. Qu'est-ce qu'il faut comme acteur sur le marché pour que ces smart contracts appuyés effectivement sur la blockchain puissent enfin apporter la récompense? Alors, je ne suis pas sûre, je vais peut-être me mettre dans la catégorie de ces volatiles, mais je ne suis pas sûre que les NFT aient fait pchit. Je pense, c'est un peu polémique quand je dis ça, mais je pense qu'on a mis dans NFT à peu près tout et rien. Donc de quoi parle-t-on ? Ce qui a fait pchit, c'est des gens qui ont voulu s'enrichir. Certains ont très bien fait. Donc eux, ils rigolent parce qu'il y en a qui ont fait un peu d'argent. Bon, certes en crypto, qui a perdu la moitié de sa valeur, mais enfin bon, partir de zéro et faire quand même de la valeur, ça a été l'amalgame artistico-mercantile de la chose. Donc il y a des choses que certains d'entre nous ont eu du mal à appeler des objets artistiques, qui étaient purement des envies de vendre des choses et de tokeniser, donc de rendre vendable au plus de gens possible, le plus vite possible. On parlait assez peu d'art. Donc ça, c'est pas que ça a fait pchit, c'est que ça a vécu son temps, c'était une tentative, une expérimentation. Il y a plein d'aspects derrière ce qui est appelé NFT. Et donc aujourd'hui, le mot, il a été tellement galvaudé qu'on ne veut même plus, entre nous, on n'aime même plus en parler. Les sous-jacents, comme on dit, sont hyper intéressants. Ils n'ont pas du tout fait pchit. Et dans plein de domaines, dont la question de la blockchain, donc c'est d'attacher une clé à, et non pas une puce GPS, Thibaut, une clé à l'œuvre, et dans un monde idéal, l'originateur en serait réellement soli, peut-être aidé par sa galerie qui lui dirait comment le faire.
mais ça, une fois de plus, relation de confiance, etc., ou par des plateformes où c'est simple à faire, parce qu'aujourd'hui, effectivement, aller lire la blockchain, bon, c'est pas hyper fluide, on va dire, mais ça existe. Aujourd'hui, on y est presque, on a les moyens de le faire, et puis Solid dirait, mon tableau, il fait 100 par 180, je l'ai peint en septembre, il a été exposé en octobre ici, et puis avoir des informations dynamiques. Ça a été publié là. On pense souvent à quel point rapidement, sur des œuvres un petit peu plus anciennes, les informations se perdent. On dit souvent qu'il faut 1 ou 2 générations pour qu'un artiste, le savoir autour de son œuvre soit perdu. Soit il est connu et des gens ont pris le relais, soit 1 ou 2 générations après, l'atelier il est mort comme son créateur, parce que les informations, il y a une déperdition de l'information. C'est quand même dommage de ne pas avoir tout ce qu'il y a autour de l'œuvre. Et pas uniquement des questions financières. Le marché, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi toutes ces choses autour qui font effectivement la valeur, mais où est-ce que ça a été exposé, quelle critique a donné un avis dessus, tout ce qui s'est passé, et plein de choses qui vont arriver, on espère, de bien pour les œuvres. Alors après, là c'est un peu oui au monde de la blockchain, ce que je vous dis. Après, il y a des principes de réalité. Des informations qui doivent rester confidentielles. Les acheteurs n'ont pas nécessairement envie que leur nom soit partout. Mais on sait très bien le faire pour des transactions bancaires. Donc, en plus, ils ont déjà tout développé, ils ont payé le développement de tout ça. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi n'arriverions-nous pas à nous poser pour voir quels sont les contours de ce qu'il faudrait, quelles sont les informations qui sont publiques, quelles sont les informations qui reviennent uniquement à l'artiste, uniquement au propriétaire à un temps T de l'œuvre, et puis après, s'il n'est plus propriétaire, il n'a plus le même accès. Voilà, des géométries variables pour respecter les enjeux des uns et des autres. Vous verrez beaucoup de créateurs qui n'ont pas envie qu'on sache que leur œuvre n'est pas vendue ou qu'elle a été beaucoup vendue. Et ça, c'est libre. Voilà, on a le droit d'avoir son avis. Donc, il faudrait poser ça et avoir aussi, quelque chose qui permette une réflexion mondiale sur le sujet. Quand je parlais des plateformes NFT américaines viennent nous apprendre qu'il y a des royalties et que nous, on est là, les Européens, avec notre droit de suite, c'est hallucinant. Donc, Lumpy, peut-être, vous ne voudriez pas nous aider? je jette une petite bouteille d'eau à la mer. Voilà, il faudrait avoir de vraies réflexions autour de tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une dimension internationale absolument nécessaire. Et qui dit dimension internationale dit également des piliers de régulation internationale. Et pourquoi pas, bien entendu, des éléments d'interopérabilité, parce que on peut faire les plus beaux smart contracts de la Terre, s'ils ne se parlent pas, s'ils ne se correspondent pas, s'ils ne sont pas lus dans les différents pays de la même façon, alors on a perdu une énorme... Et cette question, elle sera de toutes les façons à l'œuvre, puisqu'aujourd'hui on a on a Ethereum, on a Polygon, et il y en aura des nouvelles manières de coder tout ça. On va pas... Ça, c'est pas à nous de dire quel langage, quelle façon de coder va prévaloir dans 50, 100 ans. J'ai l'impression qu'on revient presque en arrière quand on avait d'ailleurs, on parle de dématérialisation, dès les débuts de la galerie dans les années 90, je tenais beaucoup à montrer de la vidéo. Et il y avait, ah oui, mais les formats, ils vont pas survivre, etc. Ben oui, ben c'est comme ça, et ben il y a des collectionneurs qui s'arrangent pour renumériser leurs archives, ils gardent trucs filmés en Betacam, mais on trouve les solutions ensuite, on sait que le progrès il est là, que la technologie va avancer. En revanche, c'est de se mettre d'accord sur ce qu'on veut d'abord qui compte. Peut-être deux petites remarques. La première, c'est que droit de suite et royalties peuvent s'additionner. La droit de suite, c'est un droit. Les royalties, c'est contractuel. Et c'est très bien si, en plus du droit de suite, l'artiste touche des royalties à chaque fois qu'une vente se refait. Et si en plus c'est automatisé à chaque revente, c'est important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette question du droit de suite, elle est particulièrement sensible dans le cas du marché online et dans le cas des NFT en particulier, puisque 80% du marché des œuvres d'art vendues sous forme de NFT
sont des œuvres de second marché, sont des œuvres qui ont déjà été revendues. En gros, un des problèmes de cette économie-là, c'est que c'est une économie qui a tendance à court-circuiter le premier marché, finalement. Le gros du marché de ces œuvres qui sont vendues avec la technologie NFT, c'est que ce sont des œuvres qui ont été revendues. Donc, c'est typique d'un marché spéculatif. Mais justement, pour limiter la spéculation, ça, c'est l'économiste qui parle, fidèle de James Tobin, qui voulait créer une taxe sur les transactions mobilières. À chaque fois qu'une action était revendue, il faudrait payer une toute petite taxe. Si on arrivait à mettre ça en place sur ce type de nouveau marché, ça contribuerait sensiblement aux ressources des artistes. Mais là, les rapports de force ne sont pas forcément en leur faveur. Bon, alors Thibault nous nargue, Magda va lui répondre. Pardon, effectivement. Non, je pense que c'est pour ceux... Alors, c'est toujours très gênant parce qu'il y en a qui vont dire « Oh, c'est la base », mais pour ceux qui auraient, comme Thibault, envie d'en savoir plus sur en particulier blockchain et smart contract, qui sont les deux sous-jacents, comme on disait, dont on a parlé, la blockchain, je dis toujours, c'est hyper simple. C'est la chaîne ADN qui serait propre, qui serait rattachée à un objet artistique. Une chaîne ADN faite de chiffres et de lettres et qui permet d'être lue. Alors, la beauté de tout ce secteur, de façon décentralisée, on n'est pas obligé d'aller chez Magda pour la lire, on peut aller sur Etherscan, on peut aller sur d'autres plateformes pour lire. Ça appartient à monsieur A, monsieur B, alors en général qui n'est pas lui-même pas désigné comme monsieur A et monsieur B, je vous rassure, mais qui a lui aussi son petit code. Mais voilà, c'est vraiment... Il faut l'envisager comme cette suite de nombres et de chiffres. J'aime bien faire la comparaison avec une chaîne ADN, même si un biologiste m'étriperait pour la comparaison, mais parce que c'est un peu le truc, la chaîne d'information unique que l'on rattacherait au bébé de Soli à chaque fois. Et on aime imaginer que chaque œuvre est unique. Voilà, ça c'est pour la blockchain. Le smart contract, et après je te laisse développer aussi si tu veux. Le smart contract, c'est finalement les droits et les devoirs, je dis souvent, rattachés à cette chaîne ADN. Et ben les uns les autres s'engagent, par exemple, à rémunérer l'artiste s'il y a multiples reventes. Mais on pourrait imaginer que ça introduit, par exemple pour des photographes, mais aussi pour Soli et ses peintures, si cette œuvre est photographiée et reproduite, et ben ça engrange un devoir de citer l'artiste quand il est publié. Très souvent, nous devons courir après nos amis dans les médias pour que le nom de l'artiste soit bien en dessous de son œuvre, et puis qu'il ait une rémunération aussi. Et voilà, on peut imaginer plein de choses, et ce smart contract, c'est le contrat qui va régir tous les droits et les devoirs sous cette blockchain. Bon, moi, je suis un exemple. C'était français, Thibault ? C'était français ? C'est pas mal. Très bien. Cool. Bon, moi, je suis un exemple, par exemple. J'étais à l'hôpital pendant 2 ans. Après, bon, quand je suis sorti, il fallait reprendre les activités. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Je te jure que j'ai été surpris parce que j'ai eu un chèque ADGP, 13 000 €. Merci Marianne. J'ai dit, oula. J'ai dit, mais, ça vient d'où? Ça, c'est incroyable. Ça, c'est les anges qui m'ont amené ça. Et c'est là, j'ai repris les activités à partir de ce montant. J'ai pu aller acheter du matériel. Et là, je suis reparti, mais en force. Et c'est là que je me suis dit, mais tiens, mais ça c'est extraordinaire, quoi. Il faudrait que les gens connaissent, les artistes connaissent ces procédés-là, parce que c'est important. Et la DGP, c'est pas faute d'essayer. En mais plus, les artistes et tout le monde. Ils détaillent tout, jusqu'au plus petit. J'ai dit, mais c'est incroyable, mais ça, est-ce que tout le monde est au courant? Après, j'ai commencé à en parler à des amis. J'ai dit, mais les gars, il faut vous inscrire, ça c'est important. Donc, depuis là, beaucoup sont inscrits. Et puis, bon, les gens en parlent aussi. Ça commence. Il y a des articles qui ont été faits à Dakar, dans d'autres pays. Donc, ça bouge beaucoup. Il y a pas mal de résultats. Alors, puisqu'on parle effectivement de la DGP... Juste, oui, pardon après, Dominique. juste un élément
complémentaire. Une des grandes difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui à propos des crypto-monnaies, de la blockchain et tout ce qui tourne autour, c'est que c'est un monde fondamentalement libertarien où la possibilité de régulation est très compliquée. Or, cette traçabilité, elle nécessite des structures de régulation. Et ça, c'est un enjeu très important aujourd'hui. Oui, absolument. Et c'est là que je peux vous dire que nous prendrons toutes nos responsabilités également au niveau mondial en nous appuyant sur les structures les plus dynamiques au niveau national. Et donc je rejoins la DHGP qui nous aiguillonne depuis des années sur le droit de suite et sur la mise en œuvre d'un traité international sur le droit de suite. Malheureusement, je suis obligée de à chaque fois répondre qu'un traité à l'OMPI nécessite le consensus et que le consensus, c'est une unanimité, mais c'est pire qu'une unanimité. C'est-à-dire que si un pays s'y oppose formellement, il n'y a plus d'accord. Et donc, on a, sans les nommer, quelques grands marchés de l'art qui ne souhaitent pas adopter le droit de suite. Je n'abandonne pas l'idée de pouvoir les convaincre, mais néanmoins, les années passent et l'on voit que ces pays résistent. Et faire créer un traité sur le droit de suite, sans compter donc qu'ils s'y opposeraient, mais quand bien même créer un droit de suite, comme je vous l'ai dit, avec une notion de réciprocité au centre, signifierait que sans ces grands marchés de l'art, ça ne serait pas extrêmement utile. Néanmoins, nous avons d'autres outils à notre disposition, comme ce que l'on appelle, pardon Thibault, la soft law, en bon français, c'est-à-dire des recommandations, des solutions qui sont moins contraignantes, qui sont un peu à géométrie variable en fait, hein, mais qui permettent... mais qui permettrait, ça me déconcentre hein, vraiment, qui permettent en tout cas de donner une information internationale à tous les États membres, partagée entre les États membres et notamment des solutions de mise en œuvre. Et là, je rejoins donc ce que je voulais dire pour la DHGP, mais que je peux en parler également pour d'autres sociétés de gestion collective dans les pays de l'Union européenne. Les sociétés de gestion collective jouent un rôle absolument fondamental en tant que tiers de confiance et en tant qu'accélérateur de ces dispositifs de redistribution qui sont aussi importants. Et donc, il nous faudrait passer de ce maudit chiffre 23, qui signifie qu'en réalité, même si on a 97 pays qui ont adopté cette disposition, la mise en œuvre est extrêmement faible. Donc nous y travaillons, nous faisons je vais encore employer un mot anglais, des toolkits, des boîtes à outils qui nous permettent de donner aux États membres des solutions qu'ils peuvent choisir entre différentes solutions qui leur sont proposées. Et nous avançons vers ces textes internationaux. Je pense, même si effectivement la question des standards est une question qui est entre les mains de consortiums, qui fait l'objet de discussions extrêmement techniques. Il y a tout un travail de normalisation aussi au sein de l'OMPI, peu actif dans mon secteur, mais enfin il y a quand même énormément d'identifiants dans tout le reste des industries créatives. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aboutir et travailler en tout cas à des identifiants et des standards qui seraient reconnus internationalement et qui pourraient donc être plus utiles pour bâtir la confiance. Alors je voudrais juste terminer, je ne sais pas, Marianne, où es-tu ? J'ai combien de temps ? Avec la salle, mais la salle est très attentive, mais peu interactive, alors que je vous ai invité. Ah, ben voilà. Allez-y, je vous donne la parole.
Ah ben attendez, parce qu'il y avait déjà une... Ah ben, allez-y, allez-y. Le micro arrive. Super. Mais... Vous vous présentez. Bonjour. Ok. Je suis Perlueur Cholet, je suis graphiste. Mon mari est également artiste et j'ai occupé l'atelier de Gérard Schlosser pendant plusieurs années et j'ai notamment réalisé son catalogue raisonné. Donc, Magda, c'est pas forcément contre toi puisque tu as travaillé pendant longtemps avec Philippe, mais on parle aujourd'hui de parcours d'œuvres d'art et de traçabilité. Moi, j'ai été confrontée à la recherche des œuvres d'art de Gérard Schlosser auprès de ses galeries. J'en ai appelé et côtoyé plusieurs, une bonne dizaine. Sur la dizaine, j'en ai qu'une qui m'ait répondu sur le parcours de l'œuvre. Donc, pouvoir suivre un peu son cheminement. Je ne demandais pas forcément le nom des collectionneurs, mais je voulais savoir un peu comment ça s'était passé et la traçabilité. Je crois que c'est aussi un sujet qui est traité par le comité des galeries d'art, dont aujourd'hui on recherche justement les provenances et autres. Et comment aujourd'hui un artiste peut-il savoir ou connaître les collectionneurs qui ont acquis ses œuvres? Magda ? C'est tout l'enjeu du débat dans lequel on est. Aujourd'hui, les usages ne vont pas vraiment dans ce sens-là. Et preuve en est, je trouve ça assez parlant de se dire, il y avait une dizaine de galeries qui travaillent avec l'artiste. L'artiste est décédé, il y en a donc 10%, une qui répond et qui se prête au jeu. Et je sais très bien que dans la création d'un catalogue raisonné, l'idée, c'est pas de choper le nom des collectionneurs, de dévoiler des choses. C'est d'avoir l'information, peut-être une bonne photo de l'œuvre qui a été prise en photo dans les années 60. On peut imaginer que quand on est une bonne graphiste, comme vous l'êtes certainement, on veut une bonne photo. On a perdu l'information. Dans les informations clés, c'est ça, on a perdu le format. Parce que, à un moment, le galeriste, quand il l'a vendu dans les années 60, il avait des papiers des classeurs. Ça arrive. Aujourd'hui, c'est bien ça dont on parle. Et ces questions de provenance, de connaître le parcours de l'œuvre sans dévoiler d'informations confidentielles, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les mener à bout dans tout ce qu'on fait. Et donc que l'artiste sache aussi où elle est, que celui qui fait le catalogue raisonné. Aujourd'hui, faire un catalogue raisonné, c'est un enfer. Et ça pose même des questions finalement de transmission de l'œuvre avec une grande majuscule, tautologie, avec une majuscule, du travail d'une vie d'un artiste, puisqu'il y a une partie des œuvres qui sont parties, qui se sont de l'information liée à ces œuvres qui se sont délitées. C'est bien pour ça qu'on se dit, est-ce que ce marché finalement, non pas virtuel parce que tout ça est très très réel, mais digitalisé, nous permettrait pas d'avoir un meilleur suivi. Mais voilà, il faut pouvoir recueillir les besoins des uns et des autres, et le catalogue raisonné c'est un exemple parfait des besoins qu'on peut avoir. Y aurait-il une obligation envers les galeries de donner à leurs artistes le nom ou éventuellement de leurs collectionneurs? Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. Et alors, on comprend bien la petite bataille qui se joue derrière le rideau, c'est-à-dire parce qu'il y a aussi des artistes peu scrupuleux. Et il y en a beaucoup qui ensuite essayent d'aller vendre dans le dos de la galerie. Vous me direz pourquoi, mais c'était les questions de confiance, non-confiance qui se jouent. Parfois, il y a aussi des collectionneurs qui ne veulent pas qu'on connaisse leur nom. Et au fond, ils ont tout à fait le droit. Rien ne les oblige. Mais on pourrait avoir une manière de contacter les gens. Après, charge à eux de répondre ou pas. S'ils étaient identifiés de façon anonyme, mais voilà, qui est un canal de contact qui puisse être établi. Ça, c'est des choses qui n'existent pas. C'est bien pour ça qu'on travaille aussi au sein du comité des galeries d'art sur toutes ces questions de déontologie. Et main dans la main avec la Maison des artistes, ou aussi, c'est là, pour le coup, tout le monde doit travailler ensemble. Ouais, ça, c'est très important. Oui, Merci. bonjour. Oui. Donc Alain Gallet, membre du conseil de surveillance de la DAGP. En fait, ce qu'il faut bien peut-être séparer, c'est le côté artistique et la production, et le côté financier. On sait maintenant que le domaine de l'art va avec, la divagation des capitaux. On a des structures comme les ports francs qui vont, en fait, pour une partie des collectionneurs, qui sont aussi des spéculateurs,
pour même les galeries, enfin les maisons de vente aux enchères, vous avez des ventes de gré à gré qui se font donc en totale opacité. Donc on sait très bien que quelque part, nous les artistes, on doit se battre face à une structure financière de capitaux, sont presque des placements offshore parfois, les œuvres d'art. Les œuvres d'art sont des valeurs refuges, des valeurs butin, et que ça devient de plus en plus difficile, mais c'est pareil avec l'évasion fiscale, c'est pareil avec beaucoup de choses. Alors néanmoins, il me semble que les maisons de vente aux enchères, même quand elles font, je dis il me semble, hein, quand elles font des private sales, des ventes en privé, je parle fort pour Thibaut, ils sont obligés, ils ont les mêmes déclarations à faire en termes de droits de suite, etc., de taxes sur la plus-value. Voilà. Ils le font, ils le font pas, je ne suis pas dans les petits papiers pour savoir. Mais les obligations sont les mêmes, que cela soit des ventes publiques ou privées. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec vous, monsieur, mais il faut juste pas oublier que 90% de ce qu'on appelle le marché de l'art est en dessous de 50 000 $. Donc souvent, on va... Et moi, je fais partie du moyen marché, mais je suis très fière, c'est pas un truc négatif. J'ai pas d'artiste à je sais pas combien de millions, et donc... Je ne suis pas confrontée à l'évasion fiscale, à cette financiarisation de on échange des œuvres qui restent dans des ports francs, comme je crois 90% de mes collègues et de tous les artistes que je connais. Donc que eux fassent leur petite tambouille et leur magouille, c'est pas bien. Je crois que les autorités fiscales sont, j'espère, sur le sujet. Il y a des lois, s'ils ne les respectent pas, c'est pas bien. Mais nous, il faut qu'on se prenne en main sur le marché plus normal, qui est peut-être le vôtre, sauf si vous avez la chance de valoir des... Enfin, la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais si vous êtes dans cette catégorie de millionnaires. Mais si on est tous des gens normaux, avec des prix de marché raisonnables, tout travail mérite un revenu. Ce n'est pas un salaire pour les artistes, mais espérons au moins un revenu, et ben que les choses soient bien faites. Et ça mérite plus de structuration. C'est un peu ça qu'on a envie de dire pour aujourd'hui et pour demain, quand quelqu'un se penchera sur votre catalogue raisonné, ça arrivera. Voilà, pour qu'on ait ces questions-là. Mais il ne faut pas oublier que donc, la plupart du marché, 50% est en dessous de 5 000 $ et 90% en dessous de 50 000 $. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses où on peut quand même agir, je dirais, avec la tête froide, quoi, pas chez les fous. Pour compléter, il faut aussi se rappeler que plus de la moitié des artistes ne sont pas en galerie et que une toute petite partie des artistes en galerie passent en vente aux enchères, sont revendus. Donc en fait, il faut avoir aussi des focus comme ça. Ce qu'on dit en fait depuis tout à l'heure, qui est un problème à mon avis très important de l'économie de l'art, c'est qu'il y a une dichotomie entre l'économie de l'œuvre et l'économie de l'artiste. L'économie de l'œuvre, elle va produire de la valeur à plein d'endroits, moi ce que j'appelle la valeur vaporeuse de l'art, hein, qui s'évapore, qui va se fixer à plein d'endroits différents, alors dans les ports francs, dans le chiffre d'affaires du tourisme. Et cette valeur, en fait, elle a beaucoup de difficultés à remonter jusqu'aux artistes. Et tous les dispositifs, moi j'appelle ça des alambics, tous les alambics qu'on pourrait imaginer pour faire revenir une partie, même une infime partie de cette valeur vaporeuse jusqu'aux artistes, ça changera considérablement la donne. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement, c'est-à-dire comment on peut arriver à chaque endroit où est produit la valeur à trouver un mécanisme, le droit de suite en est un, hein, comment ça s'appelait, la copie privée, la rémunération équitable, etc. C'était aussi des dispositifs qui permettaient à la fois à la technologie de se développer, à la valeur d'être produite un peu partout, mais en même temps faire en sorte que ceux qui en sont à l'initiative, les artistes et leurs producteurs ou productrices, en touchent leur juste part. Et donc là, on revient à une question qui a été abordée ce matin de justice, en fait. Aujourd'hui, la part qui revient aux artistes par rapport à la valeur qu'ils produisent aux différents stades d'existence de leurs œuvres, elle est déraisonnable au sens très faible, quoi. Bonjour. Alors, déjà, je vous remercie pour la qualité de cette table ronde. Vous pouvez vous lever ? Béatrice de Souyovo, bonjour. Donc moi je suis vraiment jeune collectionneuse.
Je m'intéresse principalement à la scène de l'art contemporain du continent africain. Voilà. Donc bonjour Soli. Soli Cissé, qui est un artiste que je suis depuis très longtemps. Je suis ravie aussi de la qualité de cette table ronde, puisque j'ai eu l'occasion de parcourir brièvement votre livre sur le marché de l'art contemporain, monsieur Sago-Tureau. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, des choses vraiment fondamentales. Et par ailleurs, surtout concernant la difficulté qu'ont certains artistes du continent africain à retracer effectivement leurs œuvres. Malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de galeristes tout à fait professionnels qui savent parfaitement ce qu'elles font. Donc quand elles vendent des œuvres à des collectionneurs internationaux, elles savent parfaitement si ces œuvres vont atterrir dans des salles aux enchères à Londres, à New York ou à Shanghai. Pour cette raison, je voulais rebondir sur effectivement la question du droit de suite. On a compris qu'il y avait peu de pays qui participaient réellement à ce droit de suite, en tout cas qui faisaient ce jeu de réciprocité. On se doute pourquoi. Ça veut dire que c'est un marché très dynamique et très lucratif, parce que sinon ils y participeraient. Mais quand on vend une œuvre en salle des ventes, est-ce que la salle des ventes n'est pas obligée d'inclure ce droit de suite automatiquement ? Tout intermédiaire, salle de vente, un courtier en art, nous galeristes, tout intermédiaire est obligé normalement de s'en occuper, comme on doit s'occuper de la TVA. Oui, là, mais alors du coup, comme c'est l'acheteur qui... le droit de suite, qui le paye ? C'est finalement l'acheteur final ? Alors normalement, c'est à la charge du vendeur. Donc il veut recevoir 100 sur son œuvre, il va être ponctionné du droit de suite. Voilà. Et qui rétrocède ensuite éventuellement à l'artiste. Après, nous, on fait notre petite déclaration à la DAGP, intermédiaire que nous sommes, quel que soit l'intermédiaire, qui ensuite envoie, tel l'ange gardien, à Soli, s'il s'est inscrit. Voilà. C'est tout. Pardon, j'interviens juste pour vous répondre. C'est pas tellement les pays qui ne participent pas à ce mécanisme de droit de suite, c'est pas tellement parce que leur marché n'est pas dynamique, c'est simplement qu'ils n'ont pas l'infrastructure. Les artistes, les sociétés de gestion collective dans les pays, et notamment dans les pays du continent africain, mais pas que, les sociétés de gestion collective ne sont pas dotées des instruments qui leur permettraient de faire remonter ces informations, de collecter ces informations et de redistribuer aux artistes l'argent qui leur revient. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup d'artistes africains viennent collecter en France plutôt que... Ce qui aujourd'hui, quand ils ont la double nationalité, mais ce n'est pas le cas de tous les artistes, et Soli a cette chance. Effectivement, nous on se bat tous les jours pour les structurer, mais ce n'est pas toujours évident. Par ailleurs, pour revenir à vous, Magda, j'ai trouvé votre idée moi je vais appeler ça une puce électronique, qui pourrait être intégrée dans l'œuvre. Alors c'est... Oui, tout à fait. Je ne pousse pas l'idée jusque-là parce que je n'ai pas la... je brevetterais si j'avais déjà très intéressant le parce GPS. Que c'est tout petit. En même temps, ça ne gênerait pas l'artiste. Je pense aux artistes sculpteurs, peintres. J'ai eu l'occasion de proposer une œuvre comme ça. L'artiste avait intégré... une puce, mais pour diffuser des vidéos, un film, et c'était absolument microscopique. Donc c'est quelque chose qui pourrait être possible. Après, il faut avoir les moyens de l'installer. Mais c'est vrai que... Aujourd'hui, une puce NFC, ça coûte moins de 50 centimes d'euros. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les moyens, c'est plus essentiel. Un moyen d'information et de savoir qu'est-ce que j'en fais. J'ai mon petit truc là, ma pupuce, je la mets où ? Voilà. Et puis... ça peut être encore séparé de l'œuvre, donc on voit toutes les questions qui se posent. C'est bien pour ça que le sujet n'est pas simple, mais il y a des expérimentations qui existent et qu'il faudrait adresser collectivement. Je reviens juste en arrière sur votre première question. Il se trouve que le droit de suite, c'est un bébé. J'ai payé mes études en faisant du conseil, et une des missions sur lesquelles on m'avait mise en 98, c'était le droit de suite, parce que les Anglais étaient persuadés qu'il ne fallait pas accepter le droit de suite, pour répondre à votre question, parce que c'était une entrave au marché. Dans des pays effectivement plus libéraux, toute taxe, ça, voilà. On avait prouvé par A plus B que vu
que les montants dont on parle, que les plafonds qui existent, c'est pas ça qui va faire qu'un Picasso sera vendu ici ou là-bas. Donc c'est aussi, il y a des préjugés qui courent encore, parce que l'étude date de 98, vous vous rendez compte, et il y a encore des gens dans des pays qui disent oui, mais c'est une entrave à ce que mon œuvre monte. C'est pas ça qui va changer. Et preuve en est, quand les NFT se sont lancés et les plateformes comme OpenSea, mer ouverte pour ceux qui ne parlent pas anglais, se sont lancés, et ben des artistes du monde entier, tout d'un coup, ont eu l'impression non seulement de pouvoir court-circuiter le premier vendeur, mais de reprendre le droit sur la chose. Donc c'est que ça pouvait marcher. Bon, il faut savoir faire un wallet, il faut savoir... Aujourd'hui, ces choses-là, elles deviennent de plus en plus faciles. Et il y en a plein qui l'ont fait. Moi, j'ai un artiste en Indonésie qui tout de suite s'est dit, génial, pour moi, ça peut être une solution parce que je n'ai pas nécessairement les structures à la maison qui vont. J'ai une question sur le droit de suite là, qui vient de me poser. Est-ce qu'il y a un minimum, je veux dire, quand vous décidez d'un prix galerie ou dans les maisons des ventes, est-ce qu'il y a une somme minimum pour lequel, je veux dire, toucher un droit de suite? C'est-à-dire que si on vend, je ne sais pas, moi, c'est 100 €, 1000 €. Il y a un minimum, oui. Il y a un minimum qui est de combien? Il y a des paliers. 750 $. Parfait. J'allais dire 5000 francs, comme quoi. Ok, merci beaucoup. On pourrait le revoir, donc. Bonjour. Brigitte Chibani-Mondeville, ayant droit de Bernard Mondeville. Je me lève, effectivement. Je voudrais apporter un témoignage en France. Donc, étant la fille de Bernard Mondeville, nous avons créé une association pour essayer de commencer un catalogage, voire un catalogage raisonné, puisque c'est un peintre qui, jusqu'à l'an 2000, vivait de sa peinture, mais depuis l'an 2000, personne s'était intéressé plus particulièrement à son œuvre. Plusieurs fois, ses œuvres sont passées dans des salles de vente. J'ai adressé un courrier en tant que présidente de l'association pour dire « Je comprends bien que vous ne pouvez pas nous donner les noms des acheteurs, mais est-ce que vous pouvez au moins faire parvenir à l'acheteur que l'association existe et que nous aimerions pour le catalogue raisonné avoir effectivement le parcours de l'œuvre ?» Je n'ai jamais eu de réponse. Et effectivement, nous ne pouvons pas acheter toutes les œuvres. Et c'est important, quand on fait un catalogue raisonné, d'avoir des œuvres qui témoignent de chaque partie de son œuvre. Il y a vraiment des périodes bien identifiées. Donc, en France, au jour d'aujourd'hui. Tout à fait éloquent. Hein, voilà, qui pourrait être l'interlocuteur de ces salles des ventes? Alors, dans le droit de suite, mais dans tout instrument qui pourrait être développé, y compris de façon non normative, hein, non obligatoire, mais en tout cas dans le droit de suite, je peux vous dire que le principe de transparence est un principe est un principe cardinal. Et l'intérêt que nous avons, et que pour la raison pour laquelle nous poussons à une généralisation opérationnelle de ce droit de suite, c'est que parmi les mesures qui doivent être prises, existe justement cette transparence du marché, et notamment sur les différents acteurs et sur le parcours des œuvres. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être étudié et qui devrait être mis en œuvre. Je suis prête, en tout cas, à faire remonter votre préoccupation vers d'autres acteurs et d'autres pays au sein de l'OMPI. Je pense que c'est une excellente revendication. Les sujets dont on parlait de blockchain, maintenant qu'on a peut-être le droit d'en parler en anglais, par exemple, intéressent beaucoup l'industrie du luxe et qui se retrouve pour d'autres raisons, pas du tout aussi louables qu'un catalogue raisonné, mais quand une marque de joaillerie suisse, d'horlogerie suisse vend une très belle montre, une fois sur deux, elle est offerte. Donc ils perdent la trace de cette montre et n'ont plus le contact avec le réel porteur de la montre. Eux-mêmes ont investi des millions pour créer des espaces où justement
on peut s'adresser, comme vous seriez finalement le garant de l'horloger, pour s'adresser à la personne à qui ça a été offert. On n'a pas besoin de savoir si ça a été offert à madame ou à mademoiselle. On comprend tout à fait que voilà, ça ne vous regarde pas. En revanche, cet artefact, donc on en arrive à l'œuvre, étant merveilleux, représentant une époque très spécifique, si jamais vous voudriez bien que ça soit dans le catalogue raisonné, faites-nous signe. L'automatisation par la blockchain de ces relations, c'est ça qui est en jeu. C'est pour ça que je dis que ce ne sont pas que des histoires de transactions financières. Ce ne sont pas que des histoires de savoir où c'est, qui, quoi, comment. Ce ne sont pas que des indiscrétions. C'est pour rétablir ces canaux de communication qui aujourd'hui sont un peu dysfonctionnels. Excusez-moi. D'autant plus que l'œuvre en question était le premier prix des volcans qu'il avait eu en Auvergne. Donc c'est en plus une œuvre qui est marquante dans son histoire et dans son parcours. Mais en tout cas, et je pense qu'il faut malheureusement mettre un terme à notre échange et à notre conversation, tout ce que nous souhaitons et que nous appelons de nos voeux et sur lequel nous allons travailler activement à mettre en place, tous ces outils qui vont permettre cette traçabilité pour le meilleur des œuvres, tout ce qui va être, toutes ces initiatives devront s'appuyer, pardon Tristan, sur des tiers de confiance. C'est vrai que on ne peut pas laisser des échanges parcourir le monde lorsqu'ils ont une valeur également importante, sans qu'il y ait des éléments de confiance qui puissent permettre de certifier que ce qui circule est parfaitement conforme à un ensemble de règles qui devraient être effectivement plutôt des règles mondiales pour que cette sécurité s'accompagne d'une plus grande prospérité pour les artistes. Merci à tous. Et